Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre. Ce mardi, je suis en compagnie de Tommy Auger de Cogeco TV. Bonjour Tommy, ça va bien? Ben oui, merci. Et toi? Oui, ça va. Good. T'as vu hier soir, moi j'ai écouté ça sur vos ondes à Cogeco, la rencontre, la réunion publique du conseil municipal de Sept-Îles, plusieurs sujets. On va les aborder avec le maire Régent Porlier dans quelques instants. Il a surtout déposé, le rapport, on sait qu'il faut faire ça une fois par année, c'est dans la loi sur les municipalités. Le maire doit faire un rapport de la situation financière de sa ville. Régent Porlier l'a fait hier en revenant sur 2015, 2016, problème à cause de la contestation de taxes du côté de la société ferroviaire et portuaire. Ça complique aussi le budget de 2017. On en parle avec le maire Régent Porlier. On va parler également de la situation à Vieux-Quai en fête avec lui et des tarifs aériens toujours trop élevés entre Sept-Îles et les grands centres. C'est un dossier dans lequel le maire va s'impliquer avec un comité formé par l'Union des municipalités du Québec. Tu sais qu'on a le président d'ailleurs qui est chez nous demain, le président de l'UMQ, Monsieur Sévigny, qui est à Sept-Îles demain. À part la rencontre avec le maire qu'on vous propose vers 12h15 sur nos ondes, on va parler de sport. Il y avait le gala Méritas, Loisirs et Sport Côte-Nord, un autre événement annuel de choix pour la région. Le milieu sportif se rencontre. Il y avait d'ailleurs 250 personnes à Betsiamit samedi soir. On a rendu hommage, bien sûr, à bien des gens dans ce milieu sportif. L'an prochain, le gala aura lieu à Sept-Îles. On en parle vers 12h25 avec Marc Richard, qui en est le principal organisateur. On sait que c'est la corporation, on l'appelait avant l'unité, mais c'est maintenant, on a résumé ça à Loisirs et Sport Côte-Nord. C'est une organisation qui regroupe à peu près toutes les fédérations sportives, hockey, soccer, pas mal, baseball. Et même d'autres, là, parce qu'on parle pas juste de sport, mais de loisirs, mais ça, c'était uniquement pour le sport, ce gars-là. Et donc, Marc Richard de Loisirs et Sport Côte-Nord sera avec nous pour nous parler du gala de samedi dernier. Ensuite de ça, Tommy, on s'entretient avec une madame qui travaille le dossier. Il y a un mouvement d'appui également pour que Anticosti devienne patrimoine mondial de l'UNESCO. Exactement, Sarah Maud Belleville-Chénard, une jeune dame là, qui est chargée de projet pour préparer tout ce dossier-là, également là, aller chercher le plus d'appui possible. On parle d'appui scientifique, politique, les Inuits également qui ont donné un appui. Et là, on en est à une campagne pour que le public appuie. On a parti une pétition en ligne qui sera, par la suite, là, le dossier sera déposé au bureau de la ministre de l'Environnement du Canada, Madame McKenna. C'est elle qui choisira les dossiers qui seront portés à l'UNESCO pour de nouvelles entrées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, un gros projet, on le sait, là, avec tout ce qui se passe à Anticosti, c'est un gros projet. Donc, on lui en parlera tout à l'heure dans les alentours de 12h35. Et elle est sur place, on va la rejoindre par téléphone. Oui. Ça doit être beau, Anticosti, des jours de bruine intermittente comme ça. Il me semble que ça doit faire des bonnes photos. Ça doit être pittoresque. En fin d'émission, Tommy, on a notre chronique assurance. Guy Duchesne va nous parler de nos animaux de compagnie. Il faut les déclarer. Il y a peut-être une personne sur deux qui ne déclare pas qui sont propriétaires d'un chien. Il faut le faire auprès de ses assurances. On parle aussi de nos responsabilités face à nos enfants et quelques conseils de prévention à l'approche de l'hiver. La chronique assurance avec Guy Duchesne en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. L'ancien maire de Sept-Îles, Ghislain Lévesque, a déposé sa candidature pour joindre le conseil d'administration de la corporation Vieux-Quai en fête. Monsieur Lévesque veut contribuer à la relance du festival, qui a connu une édition déficitaire en 2016. Ghislain Lévesque rappelle que Vieux-Quai en fête demeure une activité dont les Sept-Îliens sont fiers. Il comprend l'évolution du festival au cours des 2 dernières années, en particulier, qui s'est fait de façon démocratique, admet-il, à la suite d'un sondage. Il
souhaite s'impliquer pour que la fête familiale du mois de juillet poursuive ses activités, poursuive sa progression également et sa popularité auprès des gens de Sept-Îles et des visiteurs. Le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, est heureux de constater que plusieurs personnes sont prêtes à travailler ensemble à l'organisation de Vieux Quai en fête en 2017. La conseillère Louisette Doiron-Cateau a annoncé hier soir qu'elle se retirait du conseil d'administration du festival comme représentante du conseil municipal là, de la ville de Sept-Îles. Le conseil n'a pas encore voté, n'a pas encore pris position là concernant le plan de redressement sur 5 ans du festival et de la corporation Vieux Quai en fête. Réunie à Bécomo ce matin, la CISNEC dénonce les effets réels des compressions en santé. Il y avait à la table les présidentes de la Fédération de la santé du Québec, FSQ, CSQ, Claire Montour, et de la centrale des syndicats du Québec, CSQ, Louise Chabot, ainsi que la présidente du syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois, Nathalie Savard. Toutes ces dames mentionnent que les interventions en santé et sécurité dans les entreprises pourraient être considérablement réduite, et que la survie du service d'urgence au centre de Port-Cartier est à nouveau menacée. Pour la présidente de la CSQ, Louise Chabot, a commenté également la récente annonce du ministre Gaétan Barrette de réinvestir 300 millions dans le secteur de la santé et des services sociaux. Elles seront à demain à Sept-Îles, oui, les madames du syndicat des infirmières du Québec. Mm-hmm. Et puis, il y a le président du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Denis Mious, qui se dit satisfait de la réforme en santé jusqu'à maintenant. Le réseau a ses problèmes qui ne sont pas toujours reliés à l'argent, constate Denis Mious. Il croit que le projet OptiLab du ministre Barrette peut se faire pour optimiser le service des analyses d'échantillons de laboratoire. Il rappelle que déjà 7 millions d'échantillons de toutes sortes circulent d'un laboratoire médical à un autre au Québec. Il a eu l'assurance également que les laboratoires de la Côte-Nord ne fermeront pas et que le service aux citoyens sera toujours maintenu dans l'ensemble des sphères du réseau de la santé. On écoute Denis Mious. Avec l'offre des pathologistes qu'on a, on est assuré qu'il y aura plus d'échantillons qui vont s'en aller en Ontario pour se faire examiner. Tous les échantillons vont se faire maintenant au Québec, soit par télépathologie ou encore directement dans des centres qui ne sont pas desservis par télépathologie. On revient au conseil de ville d'hier. Le maire de Sept-Îles a lu hier son rapport annuel sur la situation financière de la ville. En 2015, Sept-Îles a réalisé un surplus de 1,7 million de dollars, notamment grâce à des économies en déneigement. Pour 2016, la contestation des taxes pour les anciens actifs de Cliff à Pointe-Noire rend les résultats incertains. Régent Porlier promet un budget responsable avant tout pour 2017 et non à saveur électorale. Le maire Porlier précise que ce n'est pas simple pour la ville de Sept-Îles de passer à travers le ralentissement économique. Il assure que le conseil planifie avec le souci de maintenir les services de la qualité de vie à Sept-Îles. Le conseil municipal de Sept-Îles adoptera le 13 décembre les prévisions budgétaires pour 2017. Le directeur de la sécurité publique d'Ouachat, Macmalieu-Tenam, Rénald Malek, réclame la création d'une escouade régionale de lutte antidrogue dans les communautés Innu. Selon lui, Sept-Îles est la plaque tournante de la drogue en raison des opportunités de transport vers le nord et la Basse-Côte. Le directeur de la SPUM reçoit l'appui des chefs de la nation Innu, qui aimeraient même trouver du financement pour créer un vrai service policier autochtone pour toute la Côte-Nord. Rénald Malek juge que l'escouade locale conjointe avec la SPUM et la Sûreté du Québec de lutte antidrogue est efficace, mais qu'il faut aussi intercepter les stupéfiants destinés aux autres communautés. Les chefs de 7 communautés Innu de la Côte-Nord ont écrit au directeur de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, pour que des policiers intensifient la lutte contre la drogue dans les communautés. La démarche des chefs autochtones constitue une réponse aux problèmes de suicide et de
de détresse chez les jeunes, selon le directeur général du conseil de bande d'Ouachat-Macmalliotenam, Jean-Claude Terrien-Pinette. Et en conclusion, la consultation publique Sept-Îles, faut qu'on se parle, a lieu ce soir au Cégep en présence de Gabriel Nadeau-Dubois et Maïté Labrec-Saganache. La tournée de consultation citoyenne pose 10 questions sur l'avenir et les changements souhaitables au Québec. Une rencontre est aussi prévue au Centre Amitié Autochtone de Sept-Îles cet après-midi. Le maire Régent Porlier a déposé hier soir son rapport sur la situation financière de la ville de Sept-Îles. Je l'ai reçu en entrevue ce matin. On vous propose la diffusion dans quelques instants. Attitude. L'hiver est à nos portes et Honda Récréatif Sept-Îles fête ça avec vous. Ce jeudi, vendredi, samedi, c'est nos journées portes ouvertes. 30% de rabais sur tous les casques HJC en inventaire. Snowcross Full Face modulaire. Plus, on paie les taxes sur tous nos vêtements d'hiver. Et encore plus, pour 3 jours seulement, jusqu'à 3,68% en taux d'intérêt sur nos motoneiges neuves. Jeudi, vendredi, samedi! Commencez donc l'hiver du bon pied avec Honda Récréatif Sept-Îles. Samedi le 19 novembre à 20h, l'humoriste Dominique Paquette foule les planches de la salle Jean-Marc Dion avec son spectacle Rien que c'est une gosse. Ouais, non, j'ai pas de maladie, c'est juste rien que c'est une gosse, ça me faisait rire, gosse. Alors que nous vivons tous à un rythme effréné, Dominique, lui, s'arrête, contemple et note nos travers pour mieux les exagérer. Avec son imagination si particulière, ses métamorphoses comiques et un univers bien à lui, il déploie son grand talent en se démarquant avec ses interprétations aux mimiques grandioses. Un spectacle présenté en collaboration avec le journal Le Nord-Côtier. Malheureusement pour les retardataires, le spectacle affiche déjà complet. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. L'UQAC ouvre ses portes le samedi 19 novembre de midi à 16h. Futurs étudiants, nous vous invitons à découvrir nos programmes d'études et à visiter le campus. À gagner, les droits de scolarité pour une première année d'études. Étudiants de la Côte-Nord, profitez du transport organisé pour vous rendre à l'UQAC. Inscrivez-vous uqac.ca/porte ouverte. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Eh bien, le maire de Sept-Îles a déposé, il a lu hier en séance publique du conseil municipal le rapport annuel de la situation financière de la ville. On va parler également de quelques autres sujets d'actualité régionale. Régent Porlier, bonjour. Oui, bonjour. Régent, on parle d'un surplus pour 2015, ça on le savait un petit peu, mais pour l'année 2016, on va être obligé de reporter le rapport financier parce qu'on ne sait pas, là, il y a toujours la contestation des anciens actifs de Cliff qui dérange beaucoup à la municipalité. Absolument. C'est quand même des sommes importantes. Il y a un dossier qui est à régler, naturellement, mais tant et aussi longtemps que le dossier n'est pas réglé, c'est très difficile pour nous d'évaluer où est-ce que ça va atterrir exactement. Donc, c'est 4 millions de dollars dans l'année 2016 qu'on ne sait pas si ça va être moindre, si ça va être 4 millions. C'est difficile à planifier 2017 aussi, hein? Oui, mais en même temps, on va dire les vraies choses. Là, une évaluation, là, c'est pas une science abstraite, là. Hein? C'est lorsque tu évalues une propriété, et ça, c'était fait en 2014. On pense la photo pour le dernier rôle, juillet 2014, c'est pour l'ensemble des propriétés sur le territoire, résidentiel, commercial, industriel. C'est pas fait sur le coin de la table. Là, c'est pas fait par la municipalité. On a une firme qui le fait pour nous, là, qui est à Vinbec. Je crois que pour le résidentiel, on parle de 800 critères. Là. Donc, ça passe à travers d'une grille d'évaluation bien précise, et là, on évalue chacun des items. Donc, c'est pas quelque chose que du jour au lendemain, tu peux arriver puis dire, il y a rien qui tient, on diminue la valeur dans ce cas-là, on nous demandait pratiquement le 4/5e. Ça tient pas la route, là. Ça peut pas être ça la réponse. Donc, il y a heureusement, puis c'est là que j'ai confiance, les partis sont assis comme ils auraient peut-être dû l'être plus rapidement lorsque la société voyait qu'elle avait peut-être à questionner certains aspects de l'évaluation. On aurait dû rapidement être assis, puis ensemble, puis faire le tour du dossier. Ouais. Mais maintenant, c'est là qu'on est. Notre évaluateur est allé avec nos représentants de la ville rencontrer la société. On me dit que ça a été une très bonne rencontre. Et là, naturellement, nous, c'est pas une négociation là qui se fait avec la société. C'est de dire voilà comment l'évaluateur il a évalué les actifs, terrains et les autres actifs. Il y a encore une usine de boulettes qui, même si elle sert pas, c'est là. Faut que ça soit évalué. C'est un équipement. Tout est bâti, chemin de fer, la position stratégique de la chose. Et il faut se remettre en contexte. Juillet 2014, comme pour le reste, pour l'ensemble des propriétés qu'il y a sur le territoire. Donc,
comme je dis, c'est pas une science qui est abstraite. Naturellement, le même principe existe pour la grande entreprise, pour les commerces que pour le résidentiel. On a le droit à la contestation. On peut dire, moi, je conteste pour telle et telle raison. Je pense qu'on a mal évalué. Et là, il y a tout un processus qui se met en branle. Des rencontres d'abord avec l'évaluateur, puis ultimement devant le tribunal. Ultimement. Mais personne ne va me faire croire, moi, que après avoir fait l'acquisition, tout d'un coup, les règles d'évaluation ne tiennent plus. Surtout qu'elle relève, comme je dis, dans le temps, on parle de juillet 2014. Ça peut pas être, j'ai acquéri à un moment où est-ce que l'économie était morte, on va dire, était à terre, si c'était le cas, c'est pas le cas, là, mais dans la pire des conditions, j'ai acquéri à ce moment-là à un prix qui aurait pu être un prix, disons, ridicule, puis dire, bon, mais maintenant, je vais payer des taxes sur ce prix-là. La réponse, ça peut pas être ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est beaucoup plus concret que ça. Voilà la photo de juillet 2014. En fonction de l'environnement, du temps, en fonction de tout ce qui était fait, puis en fonction d'une équité aussi envers tout le monde, tous les citoyens corporatifs aussi. Voilà, l'évaluation a été faite à ce moment-là. Et c'est sur ces critères-là qu'il faut se baser. Mais qu'il y ait eu une contestation, tout le monde, on comprend ça, là, si tout le monde peut le faire. Oui. En même temps, ça crée un inconnu, là, de l'incertitude dans votre budget. Vous l'avez mentionné hier, là, il n'y a rien de simple à passer à travers le ralentissement économique, même pour la ville de Sept-Îles, là. Ce qu'on vit depuis 2 ans, c'est pas évident. Les décisions comme le déneigement, finalement, là, on a économisé quasiment au-dessus de 600 000 en 2015. Ça a été des bonnes décisions du Conseil actuel, ça. Ben absolument. Puis ce qui est pas simple, là, c'est lorsqu'il y a moins de croissance ou pas de croissance, ce qui est pas simple, c'est que les gens s'attendent exactement au même service. Hein? Et c'est là que ça devient compliqué. On a avec les revenus, eux, sont pas en croissance. Les dépenses ont toujours une certaine croissance, ne serait-ce que pour l'inflation. Donc, de trouver l'équilibre dans tout ça. Puis c'est des décisions comme celle de prises dans le cadre de l'enlèvement de la neige qui font la différence à ces moments-là. Quand on dit 600 000 là, c'est loin d'être banal. Et on voit bien maintenant que ces décisions-là, c'était des bonnes décisions. Ça nous aide à boucler un budget. Ça nous aide, il n'y a pas que ça, mais en essayant de faire le moins mal possible lorsque la situation est moins facile. Là, on est vraiment dans la planification du budget 2017. Il devrait être rendu public le 13 décembre prochain. Le maire a promis carrément que ce ne serait pas un budget à saveur électorale, mais vraiment, on va prendre nos responsabilités dans le contexte économique qu'on vit. C'est toujours très simple en période électorale de dire, regardez, je fais pas d'augmentation, les gens vont être heureux, on est dans l'élection, mais ça peut pas être ça la réponse, pas du tout, parce que nos obligations, elles sont là. Quand on construit un parc aquatique, là, un complexe aquatique, ça nous coûte 16 millions, mais dont 13 que la municipalité doit assumer. Bon, ben ça, c'est des emprunts. Ces emprunts-là, il faut les rembourser, puis c'est un morceau qui embarque sur la dette. Ça, là, en période électorale, ça n'a pas changé. Mais il faut être le plus réaliste possible, le plus responsable possible, la capacité de payer des citoyens, c'est pas toujours simple, on le comprend, mais en même temps, il y a les obligations de la ville. Ouais. Moi, sur une chose que je peux vous assurer, vis-à-vis de nos équipes, je peux vous dire que les efforts sont demandés clairement, et d'ailleurs, vous voyez, on a un cadre financier qui nous fixait des augmentations à peu près à 2% annuellement. Il a fallu qu'on dise à nos équipes, nos opérations, il faut qu'elles soient proches du 2 puis en dessous du 2. Puis ça a été bien entendu. Moi, je peux vous dire que le travail est fait pour justement diminuer les coûts d'opération. Oui, on semble saisir toutes les opportunités. Là, je voyais hier qu'on s'équipe en plus moderne à nos stations de pompage d'eau potable. Ça va peut-être permettre justement de réduire des heures à l'entretien, des choses comme ça. Oui, votre analyse, Monsieur le maire, de la situation, là, pas la situation économique, mais la ville, le budget de la ville, on a quand même un endettement de 80 millions à long terme. On a dépensé 16 millions pour la piscine en 2016 là, qui est complétée. Oui. Est-ce qu'on a une situation enviable à la ville de Sept-Îles? On n'a pas une situation inquiétante. C'est sûr que je disais hier, quand même, le dossier Cliff, là, cette Société du Plan d'Or, j'ai hâte que ce soit derrière nous, honnêtement, parce que c'est quand même un morceau qui est majeur. Mais si on regarde le taux d'endettement, je le disais l'année passée puis l'année précédente, moi, à 15 %, là, c'est normal, on fait des emprunts pour maintenir notre parc d'infrastructures, complexe aquatique, tantôt ça va être l'aréna.
on s'était dit, faut tenter de pas dépasser le 18. 2015, on s'était parlé de 18, on est plus resté à 15%, la dette versus le budget. Ça fait que on est dans notre target, si on peut dire ainsi. On gère très serré au niveau de nos différentes choses qu'on a, la planification. C'est pas simple, c'est loin d'être simple. Un budget dans une période où il y a de la croissance, puis tout va bien, mais tout le monde, à un moment donné, les villes, là, on peut regarder autour de nous. Là, il n'y a pas que cette île là, qui est frappée par des situations économiques. La crise de 2008, on l'a bien traversé cette île. Dans ce temps-là, les ressources naturelles étaient quand même roulaient bien. Ailleurs, ils y avaient goûté pas mal plus que nous. Là, présentement, on passe un ralentissement. Mais on se prépare pour la relance. Puis moi, je suis très confiant pour le futur. Il faut y travailler, naturellement. Mais sinon, c'est pas simple, mais en même temps, on est confiant là, par rapport à nos budgets. En tout cas, on va suivre ça le 13 décembre. Là, on veut intégrer quelques recommandations du Forum citoyen, maintenir les services, mais aussi la qualité de vie à cette île malgré le contexte. On aura l'occasion d'en reparler. Quand même 2 autres petits sujets qui ont été abordés au conseil municipal que je voulais parler avec toi, Régent, ce midi. Là, Vieux-Quai en fête, ça avance. J'ai parlé à Ghislain Lévesque ce matin qui va s'impliquer au sein du prochain conseil d'administration. Il a déposé sa candidature pour l'Assemblée générale qui s'en vient. T'es confiant, quoi, notre festival, on va passer à travers cette petite crise financière? Moi, je suis confiant. Ce qu'on avait besoin au niveau du conseil, c'est de revenir à une certaine expérience, une certaine expertise pour aider quand même l'organisation un peu. Là, on sentait qu'il y avait une faiblesse de ce côté-là, puis de savoir qu'il y a des gens d'expertise qui vont se greffer à l'organisation, je pense que c'est encourageant. Le conseil avait besoin de sentir que là, on va être peut-être avoir un petit peu plus ce côté de rigueur-là qui va s'ajouter. Je dis pas ça méchamment, là, puis moi, à quelque part, là, bon, il y a eu une expérience. Il y a eu une certaine perte de confiance au niveau du caucus. Naturellement, le déficit, il est là. Et pour replacer cette confiance-là, de greffer certaines personnes d'expérience. Et moi, c'est une chose que je ne veux pas que ça devienne une guerre de clans, tout ça. Je me dis, bon, mais les gens vont travailler ensemble. Puis vont revenir avec une équipe qui va redonner confiance au caucus. C'est ce que je souhaite. À partir de ce moment-là, on va être capable de regarder vers l'avant. Puis oui, nous, on souhaite, puis on va faire tout ce qu'il faut pour que le Vieux-Quai revienne en forme le plus rapidement possible. C'est la conseillère Louisette Doiron-Cateau qui représente la ville de Sept-Îles au sein du conseil d'administration. Hier, elle a annoncé qu'elle allait quitter. Là, elle a profité de la réunion publique pour féliciter le maire dans certains dossiers. Elle a fait un bon travail pour Vieux-Quai en fait, hein, Madame Cateau. Le déficit, en tout cas, c'est pas parce qu'elle n'a pas travaillé fort. Ben, écoute, elle était soufflée, Mme Cateau, c'était un dossier qui était soufflant pour tout le monde. Depuis l'annonce du déficit à l'ampleur du déficit, c'est pas simple pour personne de trouver le terrain d'atterrissage. Puis Mme Cateau, c'est une personne qui est intense, c'est une personne qui est vraie, et ça l'a beaucoup affecté tout ça. Mais moi, j'ai dit on va travailler à trouver le terrain d'atterrissage pour le meilleur pour tout le monde. Non. Dernier dossier, Régent, on a appris hier soir là, qu'elle allait être impliquée avec l'Union des municipalités du Québec. Il y a le président qui est chez nous dès demain à Sept-Îles. Concernant les tarifs aériens, hein, c'est vrai que Sept-Îles, souvent, Sept-Îles-Montréal, ça coûte plus cher que Montréal-Paris. Ouais. Bon, on commence à être tanné de ça en région, là. Oui, puis c'est pas un nouveau dossier, là, puis il est pas réglé encore, soit dit en passant. Mais là, le gouvernement dit on va procéder à une consultation pour parler du coût des transports en région. Ben, on va être au rendez-vous. J'ai rapidement contacté l'Union en disant bon, mais est-ce que vous avez prévu que cette île va faire partie de l'équation? Puis on m'a confirmé, il n'y a aucun problème, cette île va avoir sa place. Naturellement, si on n'aurait pas eu cette place-là au niveau de l'Union, on l'aurait pris tout simplement. En réalité, c'est pas cette île. C'est toute la Côte-Nord. C'est la Côte-Nord. Moi, à l'Union, je représente la Côte-Nord. Et ce dossier-là concerne. Tu vas travailler aussi sur le prix des billets d'avion entre Blanc-Sablon et cette île, finalement. Ben, absolument. Là. Ça ne porterait pas de bon sens, notre tarif aérien chez nous, là. Ça n'a pas beaucoup de bon sens. C'est sûr que c'est difficile à développer une région quand les gens se disent bon, mais moi, si je m'en vais à cette île ou ailleurs sur la Côte-Nord, combien ça va me coûter pour aller voir ma famille à l'occasion? C'est pas simple. Mais c'est un dossier qui a fait longtemps qui est là, qui est dur dans le temps.
en espérant que ça va être la bonne, celle-là. Oui, on pourrait élargir le débat sur l'ensemble du transport sur la Côte-Nord, dont le prolongement de la route 138 à l'est de Natashquan. Régent Parlier, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous à Côte-Nord Attitude ce midi. C'est moi qui t'en remercie, puis bonne journée. Puis bonne planification du budget. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 1717. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. Réservez vos vacances d'hiver maintenant pour obtenir des prix inégalés. Avec notre nouvelle promotion Super Zauben, vous économisez jusqu'à 70% sur les meilleurs hôtels tout compris. Envolez-vous avec le numéro 1 au Canada dans le Sud, offrant un service primé à bord et un menu inspiré par la célèbre chef de Food Network Canada, Lynn Crawford. Ces Super Zauben ne dureront pas. Réservez aujourd'hui avec votre agent de voyage ou sur Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Ah, mon co-animateur Tommy Auger, content parce qu'on va parler de sport dans les prochaines minutes et surtout de reconnaissance. C'est le 15e Gala Méritas Loisirs et Sport Côte-Nord. C'est important, ça. Oui, qui a eu lieu du côté de Betty-Amit, 250 personnes présentes. Marc Richard en est un des principaux organisateurs depuis fort longtemps d'ailleurs. Bonjour Marc Richard. Oui, bonjour à vous deux. Ça va bien? Très, très bien. Bon. Merci. Vous êtes dans Brume aussi à Bécomo, là, aujourd'hui? Non, pas du tout. Ah, bon. On va vous en envoyer un peu, on en a masse. Vous avez été plus chanceux que nous autres pour voir la super lune, peut-être. Non, on l'a pas vu non plus. Ah, bon. Ça sera pour 2034. Ouais, c'est ça. On va foirer de patient. Marc, samedi dernier, 250 personnes. Du côté de Betty-Amit, c'est le fun qu'on fasse ça dans une communauté autochtone. Une belle ambiance pour la soirée reconnaissance samedi, là, Gala Méritas, Loisirs et Sport Côte-Nord. Absolument. Faut dire que le centre communautaire de Betty-Amit est un édifice qui est très beau, très fonctionnel. J'oserais même dire qu'au niveau de la Côte-Nord, c'est peut-être la salle qui est la plus fonctionnelle en termes des attentes que nous avons, nous, pour l'organisation de cet événement-là, avec les loges, avec la grande salle, avec les boiseries aussi. C'est tout fini en bois. C'est très beau. C'est un très bel emplacement. Oui, il y avait une belle ambiance. Puis, on était très satisfaits aussi de la participation des gens du territoire. On parle de plus de 250 personnes qui provenaient d'un peu partout, pas uniquement concentrées à Sept-Îles-Port-Cartier, Bécomo. On avait des gens qui venaient de Fermont, de Sacré-Cœur, de Colombier, de Bergeronne, bref, de Pointe-le-Bel, de plusieurs municipalités du territoire. Puis ça, c'est très réconfortant. Monsieur Richard, est-ce que c'est difficile de converger tous ces gens dans un même endroit quand on sait la grandeur du territoire déjà des fois pour des pratiques, des compétitions? Parce qu'il y a des frais de déplacement aussi. C'est ça. Est-ce que c'est difficile de faire venir les gens à un gala? Ben en fait, la réponse est non. C'est pas difficile. En ce sens que année après année, la participation est d'environ 250. On s'est même rendu jusqu'à 400 personnes à un certain moment donné, à l'époque où on tenait le gala au Carrefour Labbé. Alors, les gens sont vendus, si je peux utiliser ce terme-là, à la cause. Puis il y a une chose aussi qui permet. On s'est ajusté aussi. On a eu beaucoup de recommandations. D'entrée de jeu, vous le disiez tout à l'heure, ça fait 15 ans qu'on tient le Gala Méritas, depuis 2002 en fait. Puis on a été à l'écoute aussi du besoin des gens. Puis plusieurs nous avaient mentionné que finir le gala, exemple, à 10h ou 11h le soir, ça avait comme pas de bon sens. Okay. Alors on s'est ravisé suite à des recommandations qu'on a eues. Et depuis ce temps-là, on tient l'événement, on accueille les gens à partir de 5h, 17h. Alors, bon an, mal an, le gala se termine environ vers 20h45, 21h, tout au plus. Donc, ça permet aux gens de retourner durant la soirée chez eux, en toute quiétude, puis voilà, ce qui
permet probablement, en tout cas, c'est sûrement un élément qui fait en sorte que les gens puissent participer aussi nombreux à l'événement. On a raffiné la logistique, si je comprends bien, mais ça reste un gala pour nos jeunes, ou axé sur la reconnaissance, la fierté. C'est le fun pour nos jeunes de recevoir des médailles, de se faire nommer, je sais pas moi, athlète de l'année, de recevoir un hommage quelconque. Là. Ça reste protocolaire, puis axé sur le feeling qu'on veut donner à nos jeunes élites. Là. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'en premier lieu, on rend hommage aux athlètes, que ce soit à l'intérieur de la catégorie élite Côte-Nord ou relève Côte-Nord ou encore élite provinciale. En fait, c'est ces trois groupes de jeunes qui sont ciblés, à qui on remet des bourses. Finalement, de la Fondation, c'est moi de mentionner que cette année, il y a eu au-dessus de 46 000 $ en bourse qui ont été remis à l'ensemble des athlètes qui étaient présents lors du gala. Et on souligne aussi, bien entendu, ceux qui font en sorte que les athlètes puissent, en quelque part, se développer, se dépasser. Les entraîneurs, les officiels, les administrateurs bénévoles qui sont très importants. Non pas nécessairement dans le développement, mais comme tel, mais de mettre à la disposition des jeunes les équipements nécessaires et les infrastructures, et puis les bénévoles qui assument l'encadrement. Bref, c'est des gens qui sont très importants dans la poursuite des objectifs des athlètes. Oui. Alors, on a fait un survol aussi au niveau des athlètes personnes handicapées, prix spécial du jury. Bref, on a environ 14 catégories sur lesquelles on table depuis une quinzaine d'années. Tu vas me permettre d'en nommer quelques-uns de mon coin. Marc, là, nos auditeurs sont de Sept-Îles et Port-Cartier. L'athlète féminine de l'année, Laurence Larrivée en soccer. Une fille qui se dirige là vers des sommets, peut-être même vers la gagne à Elder à l'Université Laval. L'athlète masculin de l'année, Antoine Maltais de Port-Cartier en volleyball. L'athlète féminine de l'année, sport individuel, Claudel Dumas, notre triathlète de Port-Cartier. On a d'ailleurs rendu hommage, ça je suis très content parce que je sais c'est quelqu'un qui se donne là à 100% dans son milieu. Christian Lepage, en plus de son travail, il fait beaucoup de bénévolat. Ça c'est un prix spécial du jury. Oui, on peut mentionner aussi un prix digne de mention, on l'appelle comme ça, pour Antoine Brillant de Sept-Îles en ski de fond. Également, tu as parlé tantôt de l'administrateur bénévole de l'année. On a levé le chapeau à Jean Maillotte qui s'implique au soccer à Sept-Îles également. Alors bravo à tous ces gens-là. On en a honoré d'autres également de Bécomo, de partout sur la Côte-Nord. Absolument, oui. Dis-moi 15 ans seulement. On a commencé en 2002. Rappelle-moi donc, on faisait quoi avant? On n'avait pas de reconnaissance, pas de gala pour nos jeunes dans le milieu sportif? Oui, le gala avait, ça s'appelait à l'époque le Mérite sportif nord-côtier. Il a existé, je crois, pendant 4 ou 5 ans. Et en 2002, en fait, moi j'ai développé le goût, l'intérêt pour relancer cet événement-là. Ça faisait 22 ans que l'événement n'existait plus. Alors, donc, en 2002, on a décidé de le relancer, puis avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y avait un besoin au sein de la population nord-côtière de reconnaître justement le travail de nos athlètes. Puis on mise beaucoup sur le travail des athlètes, des résultats qui sont réalisés sur le territoire. D'où le Athlète Élite Côte-Nord. C'est chaque association sportive qui nomme leur athlète masculin ou féminin de l'année dans le sport, peu importe lequel, soit en basket, en volley, en soccer ou autre. Alors, il y a une reconnaissance directe. Après ça, la catégorie Athlète élite provinciale, là, on monte d'un cran au niveau de l'excellence, élite et relève. Il y a des bourses qui sont rattachées à ça de 1200 et 900 $ dans l'ordre. Alors, oui, c'est la grande fête au niveau du sport et du loisir, parce que si on souligne aussi le récipiendaire du prix du bénévolat Dollar-Morin, volet régional, qui était cette année Madame Pauline Dumont de Pointe-le-Bel. Donc, on fait un grand tour de piste à l'intérieur, justement, de notre circuit loisir sport Côte-Nord. Eh bien, je remarque tout le temps quand même d'année en année, là, bon, les gens du triathlon sont très présents dans les prix, dans les nominations. Il y a moins de nominations du côté du hockey sur glace, qui est pourtant notre sport national. Il y a une certaine dépendance, au travail des bénévoles, des fédérations sportives dans chaque domaine, parce que je sais que vous avez quand même un jury, là, expérimenté, compétent. On parle des 2 journalistes sportifs de la Côte-Nord, Sandro Cellan du côté de Bécomo, Sylvain Turcotte du côté de Sept-Îles, entre autres. Oui. C'est bien fait pour ça, là. Il n'y a pas personne qui va aller dire, hey, mon jeune, il est bien meilleur que celui qui vient de gagner un prix, là. En fait, nous autres, on n'est pas, comment je dirais ça, les dossiers mis en candidature sont, je le disais tantôt, c'est les associations régionales qui les déposent. Il y a eu, donc, une sélection préalable qui a été faite. Exemple, prenons l'exemple du hockey, tiens. Hockey Côte-Nord dit, dans la catégorie, il demande au club, donnez-moi le nom des personnes que vous voyez en nomination. Puis après ça, il se fait une sélection.
quand cette personne-là est nommée comme étant gagnante pour le hockey, c'est acheminé au comité de sélection qui se réunit une fois par année, bien entendu, à Baie-Trinité. On fait l'analyse des dossiers et par la suite, on énonce qui seront les gagnants pour l'édition en cours. Et on a des critères aussi, on remet toujours plusieurs bourses lors du gala. Je pense qu'on en remet aussi à d'autres temps dans l'année, là, mais les bourses Loisirs et Sport Côte-Nord, on fonctionne avec des critères bien établis. Oui, absolument. Oh, oui, c'est sûr et certain. D'office, mettons, athlètes élite Côte-Nord, ils reçoivent une bourse de 500 $. Athlètes relève Côte-Nord, on parle de jeunes de 10, 11, 12 et 13 ans, tout au plus, reçoivent une bourse de 200 $. Et après ça, élite provinciale, je le disais tout à l'heure, volet excellence 1600, élite 1200 et relève 900. La plupart du temps, dans cette catégorie-là, les athlètes sont à l'extérieur de la région. Mais ils appartiennent encore à la Côte-Nord, puis ils sont surtout sur la liste qu'on appelle, nous, du ministère. Donc, ils sont reconnus par Sport Québec et le ministère, donc ils ont droit à ces bourses-là. Effectivement, la Fondation fait un travail très important, puis c'est bon de le préciser, parce qu'il y a 3 activités qui sont organisées durant l'année pour ramasser des sous. Il y a si vous me permettez, le vin fromage chez nous, au mois d'octobre chez vous à Sept-Îles, qui a remporté encore là un très grand succès. Il y a Opération Nez Rouge, qui est réalisée ici à Bécomo, et le tournoi de hockey du Drakkar qui revient vers la fin du mois d'août à toutes les années. Donc, l'argent est recueilli à l'intérieur de ces 3 activités-là. L'argent qui est remis aux athlètes, est-ce qu'on s'assure que c'est dépensé pour les compétitions, pour l'entraînement, pour le sport pour lequel il est remis, ou l'athlète peut en disposer comme il le veut? Ah, il peut en disposer comme il le veut, parce qu'en fait, les bourses sont remis c'est la dernière année d'éligibilité. Fait qu'on retourne toujours un an en arrière. Donc, ils reçoivent la bourse pour le travail qui a été fait. Alors, ils peuvent bien en disposer. Cet argent-là a déjà été dépensé. On pouvait le voir comme ça. Oui, c'est ça. Ils peuvent s'acheter des jeux électroniques. Fait n'importe quoi, regarde, ça, pour nous, là, ça n'a vraiment pas d'importance. La plupart du temps, c'est ceux qui vont miser peut-être sur une compétition à venir, sur l'achat d'équipements sportifs un petit peu plus moi, je dirais ça de pointe, et ainsi de suite. Mais ils peuvent vraiment disposer comme ils veulent. Eh bien, voilà pour le bilan du 15e Gala Méritas Loisirs et Sport Côte-Nord dans la super belle salle du Centre communautaire de Betty-Amite samedi dernier. Tommy, on n'a pas de raison de ne pas y aller l'année prochaine. C'est au Centre des Congrès à Sept-Îles, la 16e édition. Le 11 novembre prochain, on prend la direction de Sept-Îles pour cette 16e édition. Ben, Marc Richard, un gros merci pour ta participation en direct à Côte-Nord Attitude ce midi. Bien gentil, c'est à moi de vous remercier d'avoir donné l'opportunité. Au revoir. Au revoir. Attitude. L'entretien de votre voiture vous stresse? Chez Point S, service du pneu PJL, le pneu Open Country WLT1 pour des conditions hivernales exigeantes. Il assure une meilleure traction sur la chaussée glacée ou enneigée. Des prix sans stress, c'est une de nos promesses. Pas de stress, il y a Point S. Chez votre détaillant Point S, service du pneu PJL, 354 l'heure à Sept-Îles. Financement disponible sur place. Avis à la population. Ménarneau informe la population que des activités de sautage de petite envergure se dérouleront sur son site du 14 au 17 novembre prochain, entre 8h et 16h. Pour plus d'informations sur les travaux, visitez le www.ménarneau.com. Quand on pense au temps des fêtes, on pense au réveillon. Mais des occasions de festoyer, il y en a bien avant ça. Chez IGA, on appelle ça des pré-veillons. Un brunch dans la belle famille le 9 décembre, un party de bureau le 12 ou un souper avec les voisins le 16. Ah ben oui, c'est vrai. Les voisins, je les avais oubliés. Que vous souhaitiez servir une fondue ou une raclette, IGA est la destination par excellence pour trouver tout ce qu'il vous faut. C'est parfait, ça. Tout le monde aime ça, la raclette. Cette année, préparez-vous de beaux préveillons avec IGA. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, les gens de Sept-Îles et Port-Cartier sont invités à joindre un mouvement d'appui à la candidature de l'île d'Anticosti comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis déjà, on va le donner en partant et on va le répéter au cours de l'entrevue, comme ça les gens n'auront pas de raison de ne pas aller signer la pétition Anticosti mondial dans un mot.org, site internet pour aller signer cette pétition, et c'est la chargée de projet Sarah Maud Belleville-Chénard qui s'occupe de tout ce dossier-là. Bonjour Madame Belleville-Chénard. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Donc c'est un gros dossier là. On entend parler d'Anticosti pour différents dossiers, mais vous souhaitez vraiment faire reconnaître votre beau coin de pays dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qui
distingue particulièrement votre île comparativement peut-être à d'autres dossiers? Oui, ben nous on mise particulièrement sur deux aspects, donc l'aspect naturel puis l'aspect culturel, qui sont vraiment exceptionnels à l'île, notamment l'aspect géologique qui est vraiment particulier ici parce que on a des strates sédimentaires, là, les gens sont peut-être au courant, mais on a des strates sédimentaires qui datent d'une époque où il y a eu une grande extinction de masse de la biodiversité. Okay. Et puis c'est comme le seul endroit au monde où on peut, ou un des seuls endroits en fait au monde où on peut l'étudier. Puis comme Anticosti, ben ces strates-là, ils sont élevés. C'est super facile d'avoir accès aux fossiles. Donc, c'est vraiment particulier de ce côté-là. Puis pour l'aspect culturel, c'est vraiment aussi l'aspect mythique, tout ce qui entoure l'île d'Anticosti, aussi l'introduction des chevreuils qui a modifié l'écosystème complètement à l'île. Donc, c'est toutes des choses qu'on va invoquer. De quels critères on doit respecter ou correspondre pour avoir le plus de chances possible d'être nommé patrimoine mondial de l'UNESCO? Oui, ben c'est important que ça soit finalement une valeur qui est vraiment unique, exceptionnelle. Okay. Et puis, donc, il faut faire un peu la comparaison avec d'autres sites qui ont déjà été reconnus. Comment est-ce que nous, on se distingue? Comment est-ce qu'on peut faire valoir quelque chose de différent, de nouveau, de novateur? Puis là-dessus, l'aspect culturel est bien aussi parce que c'est justement novateur. Il y a très peu de sites de ce genre-là à l'UNESCO, puis nous, on essaie de pousser là-dessus. Est-ce que cette démarche-là vient parallèlement avec tout le dossier de l'exploration et de l'exploitation pétrolière sur l'île? Non, ben en fait, ce dossier-là, le dossier UNESCO, découle de la proposition de la ministre de l'Environnement fédéral qui date de cet été. Là. Ça fait 10 ans que le gouvernement fédéral n'a pas demandé à des... finalement, le gouvernement fédéral a lancé une invitation là, aux citoyens du Canada de proposer des sites. Ça faisait 10 ans que c'était pas arrivé. Donc, c'est vraiment un hasard, là, ces deux dossiers-là. C'est complètement séparé. Puis, peu importe là, s'il y avait eu la question du pétrole ou non, on aurait quand même été de l'avant sur ce dossier-là. Vous m'amenez sur le dossier là, de la ministre de l'Environnement, Mme Catherine McKenna. C'est à elle qu'on doit déposer, parce que là, les gens vont dire, bon, ben on dépose à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est gros, mais c'est même pas à eux qu'on dépose directement, c'est à la ministre de l'Environnement. Donc, c'est une étape, même avant, on doit être choisi par le Canada? Oui, ben c'est ça, là, on applique pour la liste indicative canadienne. On va envoyer ça au gouvernement canadien le 27 janvier. Eux se donnent 1 an pour évaluer tous les dossiers qu'ils vont recevoir. Et puis ensuite, on va savoir si on est inscrit sur la liste indicative canadienne. Et si oui, ben là, on doit monter tout un gros plan de gestion, etc. pour finalement appliquer directement à l'UNESCO. Donc là, c'est une première étape. Et si on passe cette première étape-là et on est retenu par Madame la ministre, là, j'imagine que des gens du gouvernement vont vous aider dans le reste du processus. Là, vous serez pas seul à monter ce dossier. Bon, je sais pas à quel point le gouvernement va vouloir s'investir là-dedans, mais c'est sûr que pour la municipalité, là, ça va être effectivement, là, on va devoir travailler fort, puis avec beaucoup plus d'appui. Là, on a déjà beaucoup d'appui, mais ça va être une grosse part de manche. Là, ouais. Vous parlez d'appui, là, présentement. On parle d'appui. Premièrement, on va parler de l'appui scientifique. Donc, vous avez des organismes qui travaillent en environnement et vous avez également, je crois, un professeur de l'Université d'Ottawa, là, du département des sciences de la Terre et de l'environnement. Oui, ben il y a Nature Québec qui travaille avec nous, qui a d'ailleurs travaillé sur le site, je vais répéter, anticostimondial.org, où vous pouvez signer la lettre d'appui. Mais on a aussi, c'est ça l'appui, en fait, on a même 3 géologues qui nous appuient. Il y en a un, comme vous dites, André Desrochers, qui est à Ottawa. Sinon, on en a un de Nouvelle-Écosse et puis même un autre géologue de l'International. Puis ensuite, sur l'aspect culturel, ben on a aussi des professeurs de l'Université de Montréal qui nous appuient sur l'aspect paysage culturel. Donc, on est vraiment bien appuyé au niveau scientifique. Puis il y a aussi la communauté Innu des Kwanetchis qui nous donne son appui. Donc ça, c'est très important pour nous aussi. Et puis voilà. Politique jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des appuis politiques? Non, mais on travaille là-dessus.
c'est ça. On travaille là-dessus. Donc, là, vous êtes rendu au public, là, c'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui. Oui, c'est vraiment exactement. la pétition qui est en ligne du côté du site internet anticostimondial.org. Sarah Maud, tu vas me dire, là, toi, tu étais engagé par la municipalité pour monter la candidature, tout ça. Est-ce que ça fait longtemps que tu fréquentes, tu connais Anticosti? Ben non, moi je viens pas d'ici et puis c'est la première fois que je mettais les pieds à l'île d'Anticosti. T'as débarqué à l'île pour ce projet-là, là. Oui, tu t'es engagé pour monter ça. Puis est-ce que tu y crois, quoi? T'es arrivé à l'île et tu dis, oh, baptême. Oui, c'est encore plus beau que je pensais, quoi. C'est encore plus beau que je pensais. C'est vraiment spécial. Je suis tellement heureuse d'être ici pour la durée de mon contrat. Moi, je me réjouis. Puis les Anticostiens aussi sont formidables, sont super enthousiastes. Puis non, c'est vraiment un beau coin de pays. Je suis hyper contente de pouvoir participer à ça. Je sais pas si vous êtes dans la brume comme à cette île aujourd'hui, là, mais les bateaux, entre autres, là, qui sont au naufrage au large, là, ça doit faire quand même des photos assez exceptionnelles. Dans la brume, tout ça, l'île. C'est exceptionnel, effectivement. Là, aujourd'hui, c'est pas si mal, mais hier, c'est vrai que c'était très brumeux. La pétition a un objectif de 10 000 signatures. Ce matin, quand j'ai vérifié, on était à 4 422, donc presque 50% atteint. Quelle est votre stratégie là pour les prochaines semaines? Parce que le dépôt doit se faire au mois de décembre, c'est bien ça? Ben là, je vous fais un scoop, on est à 5 772. Donc on le a pouvoir dépassé... de la radio, là, tout le monde s'est lancé là-dessus quand on a donné le titre. On a dépassé le 50%. Nous, on va déposer notre candidature le 27 janvier. Donc, on a encore du temps, mais là, on essaie de faire ça le plus rapidement possible, les 10 000 supporters, parce qu'on sait que c'est vraiment dans les premiers jours que là, il y a un gros boom. Donc, on invite tout le monde à le signer, à l'envoyer à leurs amis, leurs familles qui sont amoureux, curieux de l'île d'Anticosti. Et puis, voilà. Mais Anticosti fait parler d'elle chaque semaine dans l'actualité. Ça fait que la pétition risque de rester assez en vue. Ah ben, je suis contente que vous me disiez ça. Et maintenant, là, avec les réseaux sociaux, là, il y a des liens pour partager très facilement ce site et cette pétition pour peut-être voir l'île d'Anticosti du côté du patrimoine mondial de l'UNESCO. Madame Sarah Maud Belleville-Chénard, chargée de projet pour le projet de l'UNESCO. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Côte-Nord. Attitude. Pourquoi t'es assis dans le frigo? Ah, c'est de ça que ça va avoir là dans la chambre cet hiver. Je me prépare. OK, puis la glace dans tes mains, c'est pour? Le volant, lui aussi, il va être frais. Il y a personne qui aime ça avoir froid en conduisant. En ce moment, à l'achat ou à la location de la Ford Focus SE 2016, vous obtenez les sièges chauffants, le volant chauffant et les rétroviseurs chauffants. En plus, obtenez l'ensemble sécurité d'hiver, des pneus d'hiver, des jantes et des capteurs de pression sans frais supplémentaires. Quand on peut prendre les devants sur l'hiver, c'est facile d'embarquer avec Ford. Visitez trouvezvotreford.ca pour les détails. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous. 88 968 17 17. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. De Nashville À la Côte-Nord. Je vous invite à être du rendez-vous ce samedi 17h pour De Nashville à la Côte-Nord. Vos salutations et demandes spéciales. Soyez-y samedi 17h à 21h. Pure FM 94. La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette, votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à cette île. Au 493C Avenue Brochu, 88 962 6916. Pour notre chronique assurance, on est toujours en compagnie de Guy Duchesne de Accès Conseil. Bonjour Guy Duchesne. Allô Jean. Guy, on va parler entre autres des animaux de compagnie. Hein? C'est très fréquent, presque dans toutes les maisons. On a des chiens, des chats. Faut voir quand même la responsabilité qu'on a là, face à nos assurances avec nos animaux. Effectivement, je veux juste apporter quelques petites précisions parce que ce matin, dans la presse mobile, j'ai lu un article qui mentionnait que tous les propriétaires d'animaux devaient déclarer à leurs assureurs et plus de 50% ne le faisaient pas. Soit par crainte d'avoir une augmentation de prime ou par crainte de ne pas être assuré. Je voulais apporter une certaine précision parce que c'est quand même nouveau, ça, je pense, dans le domaine. Effectivement, lorsqu'on assure un nouveau client, on lui pose la question s'il possède un chien et
certaines catégories de chiens, donc les chiens qui sont plus à caractère dangereux, là, les pitbulls, ceux qu'on connaît, qu'on entend parler plus souvent dans les journaux, pardon, les pitbulls, les Doberman, les Rottweiler, on va aviser l'assureur et certains assureurs vont effectivement refuser d'assurer ce genre de chien. C'est quand même très bon à savoir dans le débat de l'illégalité ou la présence de pitbull et de ce genre de bêtes-là sur notre territoire. Les assureurs acceptent pas toujours ça. Pas toujours. Certains assureurs vont les refuser, d'autres les acceptent encore, mais certains vont les refuser. Par contre, on n'avise pas les assureurs automatiquement pour les petits chiens, les chiens plus petits, ou à caractère non dangereux, là, les labradors, etc. On n'avise pas automatiquement l'assureur. Puis, les assureurs qu'on représente pour l'instant ne nous obligent pas à le faire non plus, mais on pose la question. Le conseil que je veux donner aux gens ce midi, c'est avisez donc votre assureur. Si c'est une nouvelle affaire, nous, on va poser la question, ou au renouvellement, on va poser également la question, mais ça ne veut pas dire que vous allez acquérir votre chien à cette période-là. Donc, si vous avez un nouvel animal, un nouvel membre de la famille, parce que c'est des membres de la famille maintenant, au cours de l'année, avisez votre courtier afin qu'il puisse vous conseiller comme il faut. Puis si jamais l'assureur qui vous assure n'est pas à l'aise avec ça, mais pourra vous replacer auprès d'un assureur qui accepte encore les animaux comme il faut. On parle des chiens surtout, des chiens d'une certaine envergure, là. Est-ce que il faut rapporter aussi quand on a des plus petits animaux, les chats, les hamsters, c'est plus tranquille dans nos maisons quand même? Non, ça, on pose même pas la question pour ce genre d'animal-là. Mais ceux, par exemple, qui pourraient avoir des choses exotiques, là, comme les serpents, ça, vous devez effectivement aviser votre assureur. C'est très important. Oui, il y a eu une histoire célèbre au Nouveau-Brunswick avec un serpent, justement, là, qui est concernant en plus des enfants. C'est ça, exactement. Donc, c'est très important dans ce cas-là d'aviser votre assureur. Et les chiens, ça peut dépendre de l'espèce, quoi. Si je comprends bien, il y en a des plus tranquilles que d'autres. J'imagine que les assureurs, on se fie aux réclamations puis aux statistiques pour déterminer des choses comme ça. Effectivement, c'est avec le recueil des réclamations qu'ils possèdent et la nature de l'animal là, qui vont établir s'ils acceptent ou non ce genre d'animal-là. Mm-hmm. Que ce soit un chien d'intérieur ou d'extérieur, finalement, c'est les mêmes règles. C'est sur notre terrain, sur notre propriété. Et on en est responsable. Donc, c'est important, c'est notre assurance responsabilité qui va indemniser un réclamant, une personne qui aurait été blessée par l'animal. Donc, c'est là que c'est important d'aviser son assureur comme il faut. Comme nous le dit souvent, nous le disent les spécialistes maintenant, là, nos chiens sont considérés comme des êtres vivants au point de vue de la loi. Alors, c'est des membres de la famille. Effectivement. Et justement, les membres de la famille, mon autre sujet, ça m'amène sur notre autre sujet, la responsabilité parentale. Oui, justement, nos enfants, on en est responsable. Hein? Ça a de l'air ridicule à dire, mais il faut le considérer sur le plan légal et des assurances aussi. Effectivement, c'est un fardeau de preuve qui est renversé quand on discute de responsabilité parentale. Normalement, une personne qui décide de faire une réclamation contre, par exemple, une personne qui tombe sur un stationnement à cause de la glace, qui veut réclamer contre le propriétaire des lieux, le propriétaire du terrain, doit prouver qu'il y a eu une négligence du propriétaire, que ça avait été mal entretenu, que ça n'avait pas été déglacé, etc. Par contre, lorsqu'on parle d'un dommage causé par un enfant, le fardeau de preuve, il est renversé. C'est-à-dire que c'est les parents qui doivent, le réclamant, la personne qui a subi un dommage doit seulement prouver que c'est l'enfant qui a fait le dommage, et c'est les parents de cet enfant-là qui vont devoir prouver qu'ils n'ont pas fait de négligence dans l'éducation de leur enfant et dans la façon qu'ils l'ont élevé. Donc, ça amène une charge additionnelle aux parents. C'est ce qu'on appelle notre responsabilité parentale. Et on a un exemple qui est quand même assez, qui était dans les tribunaux dernièrement, où un enfant de 15 ans dans un cours de chimie a voulu faire une farce et a versé un produit sur les cheveux d'un voisin. Ça s'est mis à lui chauffer quelques temps après et il était dehors et il a pris de la neige pour s'essuyer les cheveux et au contact de l'eau avec le produit, ça a occasionné des brûlures additionnelles. Il y a eu une réaction chimique, ça a occasionné des brûlures et l'enfant a été blessé au cuir chevelu. Donc les parents de cet enfant-là ont poursuivi le jeune, ont poursuivi la commission scolaire et le fardeau de preuve donc incombait aux parents de l'enfant qui avait versé le produit chimique. Eux ont réussi à démontrer que c'était un enfant qui avait été bien élevé, qu'il était bien entouré, qu'il était suivi par ses parents, qu'il c'était un cas isolé, que ce n'était pas un enfant à problème. Donc leur responsabilité en tant que parents n'a pas été retenue puisqu'ils avaient prouvé, ils ont réussi à prouver au tribunal qu'ils avaient élevé leur enfant d'une façon adéquate. Ah c'est un bon exemple. Ces genres de choses peuvent arriver chez nous aussi, ça. C'est ça, exactement. Par contre, le tribunal a condamné la commission scolaire et l'enseignant puisque les consignes sur l'usage du produit, etc., n'auraient pas été
donné de la bonne façon. Donc, c'est la commission scolaire, dans ce cas-là, qui a été condamnée à verser une indemnité à l'enfant qui a été blessé. Ah, ben, c'est des bons exemples. Guy, en terminant, là, je pense qu'on l'avait annoncé à la dernière chronique, cette saison, quelques conseils à l'approche de l'hiver, tant pour nos maisons que pour nos voitures. Là, on a eu la première neige à cette île, puis bien des gens ont eu le réflexe d'appeler pour le changement de pneus d'hiver. C'est une obligation, tout ça, hein? Bien, effectivement, à partir du 15 décembre au 15 aujourd'hui mars... même? 15 novembre aujourd'hui, oui. 15 novembre, mais il reste un mois. Il reste un mois pour installer des pneus d'hiver sur vos véhicules. C'est une obligation de la loi à partir du 15 décembre. Et si on respecte pas la loi, on n'est plus couvert par nos assurances non plus, s'il arrive quelque chose? Non, vous allez être couvert quand même. Vos assurances vous couvrent et malheureusement, s'il y a une négligence de la personne qui a un accident parce qu'il n'y a pas des bons pneus, ils vont être quand même être couverts par votre assurance. Ça, vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus, sauf que vous pouvez avoir quand même des amendes de point de vue légal et des infractions au cas de la route. Et les bons conseils pour nos maisons à cette date-ci de l'année, là, peut-être penser au ramonage des cheminées quand on a du chauffage au bois dans nos propriétés. Souvent, c'est des causes de sinistres, ça. Effectivement, ça devrait être fait. Là. Le chauffage au bois est recommencé, donc si le ramonage n'a pas encore été fait, ça serait très bien que ça soit effectué avant les gros mois d'hiver. Eh bien, Guy, un gros merci pour cette chronique assurance. Encore une fois, on peut rejoindre votre équipe assez facilement à cette île là, chez Accès Conseil. Certainement, le 962-6916. Merci beaucoup pour tous ces conseils en matière d'assurance. Merci, Jean. Bonne journée. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Guy Gagnon Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Guy Gagnon Rochette Assurance. 493C Avenue Brochu. 88 962 6916. Ben voilà ce qui complète notre émission Côte-Nord Attitude. Tommy Auger de Cogeco TV, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut regarder à ton émission bien ranchée cette semaine? Ben déjà, là, le colloque sur la lecture jeunesse qui a eu lieu vendredi dernier du côté de la bibliothèque Louis-Ange Santerre avec Dominique Demers, une super de belle entrevue, et également avec Isabelle Bande qui est superviseure à la bibliothèque. Donc, qu'est-ce que les jeunes lisent? Est-ce que c'est difficile de les faire lire? Surtout les ados, ça a l'air c'est beaucoup plus compliqué. Donc, entre autres ça, cette semaine à connecter sur cette île et Port-Cartier. Et voilà, ça complète Côte-Nord Attitude. On vous souhaite une bonne après-midi. Demain, mercredi, on sera de retour. On devrait parler, entre autres, au président de l'Union des municipalités du Québec qui est de passage chez nous.